Bonjour à toutes et à tous. Sartre présentait la critique de la raison dialectique en 1960 comme une tentative de rénovation du marxisme, devenu selon lui dogmatique. Pour Sartre, le marxisme contemporain est un inhumanisme, car il assimile frauduleusement les hommes à des choses. L'individu n'est qu'un rouage docile du processus historique. Or, cette dépersonnalisation du sujet est incompatible avec les thèses sartriennes relatives à la liberté, si défendues dans L'être et le néant et dans toute son œuvre. En conséquence, Sartre s'est employé à concilier le marxisme et l'existentialisme, et par là le groupe et l'individu, la nécessité et la liberté, le passé aliénant et l'avenir ouvert. S'agit-il d'une alliance contre nature, comme aimait à l'écrire Aron ? Avec la critique de la raison dialectique, Sartre assume et dépasse son passé, ce qui ne va pas sans difficulté. Il est difficile de donner une véritable consistance à l'objet dans une philosophie du sujet. Mais il faut dire avant tout que cet effort pour sortir de soi et de sa pensée pour rejoindre les autres et l'histoire est grand. La raison dialectique, en effet, n'est rien d'autre que le mouvement même de l'histoire en train de se faire et prenant conscience de soi. Sartre a refusé d'être un intellectuel, un être voué à la littérature. Les livres n'ont pas leur fin en eux-mêmes. Il y a mis longtemps, mais il est enfin parvenu à se libérer de cette conception chosiste d'un écrivain en soi qui ne vit que pour écrire au lieu d'écrire pour vivre. Les livres sont de plus en plus pour lui des modes, parmi d'autres, de son activité, de sa praxis. Il dépose chaque ouvrage le long du parcours de sa vie et passe non point nécessairement à un autre, mais à autre chose. C'est l'homme qui l'intéresse. La réflexion consiste à saisir le sens d'une activité qui, même lorsqu'elle se réifie, demeure humaine. Elle est une lumière immanente au comportement. La critique sartrienne ne saurait donc être une contemplation de l'activité des hommes. Elle en est un moment, le moment réflexif. Le livre n'a de valeur que comme moment abstraitement isolé de cette lumière. La critique de la raison dialectique s'attaque au problème le plus profond. C'est un traité du mal. Et le mal humain, c'est la violence. D'où vient-elle ? En quoi consiste-t-elle ? Pourra-t-elle disparaître ? C'est toute la question que seule peut éclairer la raison appliquée à l'histoire. La pensée qui domine notre temps et en rend compte, c'est le marxisme, qui n'est autre que l'histoire elle-même prenant conscience de soi. Aussi est-il actuellement indépassable. Mais il s'est sclérosé. Il appelle matérialisme dialectique une prétendue dialectique de la nature qui réduit l'individu à l'état de chose et remplace la rationalité pratique de l'homme, faisant l'histoire par l'aveugle nécessité antique. Il tend à éliminer le questionneur de son investigation et à faire du questionné l'objet d'un savoir absolu. C'est une métaphysique dogmatique, invérifiable et dangereuse. Le véritable marxisme, au contraire, c'est le matérialisme historique, si l'on entend par là l'action humaine dans sa relation avec le monde comme avec les autres hommes. Ainsi se situe Sartre par rapport au marxisme. Il ne veut ni le contester, ni le dépasser, mais le retrouver, c'est-à-dire y intégrer l'homme. Sartre demeure donc fidèle aux thèses fondamentales de l'être et le néant. Le donné, c'est la distinction de l'homme, le pour-soi et du monde, l'en-soi. Toute hypothèse sur la nature de l'en-soi ne peut être que gratuite et sans intérêt, métaphysique. La connaissance est un certain type de rapport de l'homme avec le monde. Là où ce rapport n'existe pas, que reste-t-il à connaître ? Il arrive même à Sartre d'identifier l'en-soi à l'inerte, ce qui implique une certaine dialectisation de l'en-soi et un progrès par rapport à l'ouvrage précédent. Le travail lui-même n'est que le développement du besoin. Il y a une structure dialectique de l'action individuelle sans laquelle toute dialectique historique serait inintelligible. Ainsi, la raison dialectique constituée devra-t-elle sans cesse être rapportée à son fondement, toujours présent et toujours masqué, la rationalité constituante, c'est-à-dire le travail.
Mais le travail est une praxis visant à assouvir le besoin dans le cadre de la rareté. C'est bien la lutte des classes qui explique l'histoire, mais il faut expliquer la lutte des classes elle-même. À la différence de Marx, Sartre veut déceler l'origine du mal, rendre la violence intelligible. Ce qu'il fait en montrant quelle est la rareté intériorisée. La rareté est la négation au départ. Tous les besoins ne peuvent être satisfaits. D'où la lutte. Tant que subsiste la rareté, l'histoire humaine est inhumaine. C'est la rareté qui fournit son fondement d'intelligibilité à cet aspect maudit de l'histoire où l'homme, à chaque instant, voit son action volée et déformée par le milieu où il l'inscrit. Dans le monde de la rareté, l'existence de chacun est un risque de non-existence pour les autres. Vivre alors, c'est survivre, et la rareté définit le groupe par ses excédentaires. Elle fait l'autre comme contre-homme. La possibilité de la violence est ainsi donnée dans tous les rapports humains, y compris l'amitié et l'amour. L'impuissance de l'acte s'inscrit dans la chose œuvrée elle-même, qui devient une sorte d'emprise inerte et fascinante sur la liberté pratique de l'homme. Sartre maintient la distinction marxiste de l'objectivation et de l'aliénation. Mais il explique l'aliénation en décrivant sa naissance à partir d'une certaine forme d'objectivation qui enchaîne la liberté à la nécessité. Le rôle de la violence ne s'arrête pas là, elle est exigée à l'intérieur du groupe par l'action commune, elle est le lien des libertés agissantes. Le groupe se fait et se remanie, se totalise sans cesse en fonction des objectifs à atteindre. L'action concourante de tous est exigée. Toute sécession doit être empêchée. La violence se constitue comme structure diffuse du groupe. Le droit de vie et de mort est son statut élémentaire. La liberté commune se fait violence pour demeurer commune, et la terreur devient l'obligation de la fraternité. Le serment, explicite ou implicite, est la matérialisation de la terreur. Jurer, c'est exiger qu'on me tue si je fais sécession. Un groupe est en un sens un monde, un cosmos où le centre est partout et la circonférence nulle part. Cela signifie une abolition de l'extériorité dans chaque centre que constitue chaque tiers régulateur, chaque individu du groupe. L'unité du groupe ne peut se dire de manière quantitative. Pour apercevoir l'être dans le multiple, il faut appréhender en nous l'action qui est plus que nous. Ceci est à concevoir avec la conception qui veut que l'individu doive assumer, c'est-à-dire prendre sur soi l'existence de chacun. C'est moi qui endosse la personnalité du groupe, ce qui fait que ce groupe existe, le tiers me fait exister comme groupe, d'où la responsabilité de chacun des tiers régulateurs. Si le groupe c'est ce que chacun assume comme être, alors la permanence du groupe n'a d'existence qu'en fonction de la foi de chaque individu au sein de ce groupe. Cette thèse nous donne une confrontation du groupe au temps, qui fait retourner à la sérialité et au pratico-inerte. Et c'est pour cette raison qu'il faut que le groupe lutte contre cette menace de la temporalité dans le respect et l'assurance de leurs convictions au sein du serment qui les lie. Chez Sartre, la forme de permanence du groupe n'est pas la multiplicité dispersive, mais le serment sans être un contrat dans l'extériorité de la sérialité. Le serment, en tant qu'absolu, ne se développe que dans l'univers absolu de la vie et de la mort. Le groupe de fusion se transforme en groupe de contrainte. Il crée son droit et se donne des institutions. La terreur fraternité est juridiction. Le scandale n'est pas dans la simple existence de l'autre, sans quoi il faudrait renoncer à toute intelligibilité, mais dans la violence subie ou menaçante, dans la rareté intériorisée. Mais en luttant contre l'ennemi, je m'identifie en quelque sorte à lui. Je comprends la praxis de l'autre de l'intérieur, par l'action que je produis pour me défendre contre elle. La compréhension est un fait immédiat de réciprocité. Pour qu'il y ait une intelligibilité de l'action humaine, il faut que toutes les luttes et toutes les collaborations soient comprises comme les produits synthétiques d'une praxis totalitaire. C'est ce que montrera un second tome, qui complétera la méthode régressive par la synthèse progressive et décrira comment les structures fondamentales s'opposent et se composent entre elles pour opérer cette totalisation dans le temps qu'on appelle histoire.
La colère, la lutte, l'égoïsme sont bien pour Sartre des projets de l'homme, mais des projets que rend possible, voire nécessaire, un fait extérieur et contingent. Il n'y a pas de véritable intériorité de la faute. On peut se demander si elle n'a pas des racines plus profondes ou autres dans le cœur de l'homme, et si, comme le montre Ricoeur, elle ne procède pas de sa constitution intime. Enfin, et surtout, subsiste une difficulté qui tient à l'ensemble de la philosophie sartrienne et que l'auteur lui-même reconnaît. Comment l'histoire, ce pullulement de destins individuels, peut-elle se donner comme mouvement totalisateur? Le monde, où tout s'explique en définitive par recours à la praxis individuelle, reste très atomisé. Comment la continuité du sens de l'histoire de la critique de la raison dialectique est-elle compatible avec le temps irréductiblement discontinu de l'être et le néant? Sartre répond au défi de Merleau-Ponty par un effort si tendu qu'il frise la contradiction. Mais, quelles que soient les difficultés, ce qui est plus important, c'est que dans l'édification de cette grande œuvre d'explication de l'homme et de son histoire, Sartre reste fidèle à son humanisme. Il n'abandonne pas le cogito. Retrouver l'homme, c'est réintroduire l'intériorité dans la dialectique, rappeler sans cesse à l'anthropologie la dimension existentielle des processus étudiés. Ou, comme dit Sartre, si l'homme est médié par les choses, c'est dans l'exacte mesure où les choses sont médiées par l'homme. Il affirme bien que l'existentialisme n'est actuellement qu'une enquête particulière. Mais il ajoute qu'en rendant le marxisme à lui-même, il deviendra le fondement de toute enquête. N'est-ce pas en réalité faire éclater le marxisme de l'intérieur? La seule réalité ontologique dans la théorie sartrienne, c'est l'individu, mais cet individu fonctionne comme une condition transcendantale de compréhension de l'être social. Le serment est un lien qui doit sa force à la liberté de ceux qui font ce serment. Il est alors l'être commun de l'individu, comme synthèse active et jamais comme synthèse passive. En agissant, un individu possède une tâche circonscrite. C'est un problème pour l'identité de l'individu, puisque la fonction dans un même temps dissocie l'individu de son moi tout en le reconnaissant comme individu. L'activité et la passivité forment l'alternative du groupe. Il n'existe que dans l'activité, sinon il n'est plus un groupe assermenté et devient un groupe que nous pouvons décrire, où la structure peut être décrite. L'action d'un point de vue intentionnel n'est pas produite par des règles ou des lois. La question de l'unité que constitue le groupe est celle de la praxis qui va avec, c'est-à-dire notre être de groupe est la praxis individuelle ou de l'individu commun. Le concept de fonction implique l'effacement de la différence individuelle, alors que si nous pensons par le concept de fonction, nous pouvons voir l'individu comme la seule réalité du groupe de par sa praxis. Cependant, nous devons nous poser la question de l'organisation des fonctions. Soit nous sommes déjà dans un groupe organisé et la question ne se pose plus, soit si nous nous trouvons dans un groupe en fusion et l'organisation se dévoile alors sur le modèle du miracle ou de la révélation spontanée au niveau de chaque individu qui compose ce groupe. C'est bien en effet un phénomène d'autorégulation du groupe, où chacun découvre en un instant sa fonction propre et crée, en quelque sorte, une division harmonique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.